Jean-Pierre Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes parapsychologue et surtout plus connu, peut-être plus célèbre, pour vos capacités extraordinaires de télékinésiste ou de psychokinésiste. On verra tout à l'heure ce que signifient ces termes qui sont synonymes. Vous avez écrit cet ouvrage, dont les deux derniers, qui sont des pavés remarquables par le poids, surtout par le contenu évidemment, l'encyclopédie du paranormal et l'encyclopédie de l'au-delà. 800 pages, je crois, à peu près chacun. Bon. Vous êtes connu dans le public assez large, pas seulement limité à celui de la parapsychologie, souvent sous le nom de l'Uri Geller français. Est-ce que cette terminologie vous convient ? Elle ne me gêne pas du tout, d'autant que je dois rendre un hommage à Uri Geller. Parce qu'Uri Geller est celui qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait provoquer des phénomènes psy en dehors de chez soi. Et lui, il a montré qu'il pouvait les exprimer en 1974 dans une émission de Michel Pollack, une émission littéraire, je crois me souvenir. Et ça a été pour moi véritablement une illumination, si je puis dire, car j'étais enfermé dans un silence devant mes phénomènes que je produisais. Et à chaque fois que je disais à mon entourage, mais moi aussi je peux produire des phénomènes, je peux faire bouger les objets, je peux les modifier, etc. Ben, montre-nous. Et à chaque fois c'était l'échec. Et il a été une libération, ce qui me concerne, et pour ça je lui rends hommage. Je sais que Uri Geller est un personnage qui, comme moi, pratique la psychokinèse, l'action de l'esprit sur la matière. En laboratoire, il a prouvé la réalité de ces phénomènes. On en parlera tout à l'heure, comme moi, depuis de nombreuses années, je séduis en laboratoire et je démontre ces phénomènes. Alors Uri Geller est un petit peu critiqué, puis on arrêtera là notre propos sur Uri, parce qu'il a fait du spectacle un petit peu, il a fait du showbiz. Alors, on peut lui en vouloir, pas lui en vouloir, je ne sais pas trop que dire, mais il a fait des expériences tout à fait intéressantes, et notamment au département des armes navales de surface de l'US Navy aux États-Unis, avec Christopher Bird, où il a modifié la mémoire d'un alliage à AMF qu'on appelle alliage à mémoire de forme, entre autres. Quand et comment avez-vous pris conscience de ces capacités tout à fait extraordinaires ? Alors je crois qu'on ne prend pas vraiment conscience de ces phénomènes quand on est très jeune, ce qui était mon cas lorsqu'ils sont apparus, et qui ont succédé apparemment à la foudre que j'ai reçue à l'âge de 7 ans. Vous savez, perdu dans une campagne tourangelle, après la guerre, certaines mauvaises langues disent laquelle, la première ou la seconde, on ne parle pas de parapsychologie, on ne sait même pas du tout. Par contre, on connaît le rebouteux, on connaît celui qui fait de la sourcellerie, hein, qui découvre les sources. Mais la parapsychologie telle qu'on l'entend maintenant, que nenni. Alors, dans cette cour d'école, il me souvient que je gagnais toujours les paris de façon insolente. Je devinais les billes, le nombre de billes qu'il y avait cachées dans les poches de mes petits camarades, ou à l'endroit où ils les avaient dissimulées. Alors au début, très bien. Et puis très rapidement, mes camarades ont préfiguré peut-être en partie ce qui allait m'arriver dans la société du futur, où j'allais essayer de justifier ces phénomènes. Non, tu as perdu, c'est pas vrai, c'est pas le nombre de billes que j'ai, et je me prenais des volets évidemment mémorables. Si ce n'avait été que mes camarades d'école encore, ce n'était pas très grave, mais l'instituteur lui-même a été extrêmement violent, puisque j'ai eu des sévices devant mes camarades qui étaient vraiment apeurés. Et pourquoi ? Eh bien parce que je faisais de la télépathie sauvage. Je ne savais pas que c'était de la télépathie, bien évidemment. Et quand il m'interrogeait, car j'étais fort indiscipliné, donc il essayait toujours de me surprendre par les questions. Souvent, c'est moi-même qui terminais les questions qu'il me posait, et même sans doute les questions les plus incongrues, j'arrivais, et j'aimerais bien le faire maintenant, une télépathie aussi satisfaisante, eh bien j'arrivais à deviner la réponse à la question. Ça le mettait dans une rage folle, et il me tapait, enfin écoute, j'ai eu les côtes me brisaient, j'ai eu une oreille partiellement arrachée, etc. Et j'ai eu le bonheur d'être de l'assistance publique. Bien, garçon, oui, j'ai eu le bonheur d'être de l'assistance publique. Parce que c'est peut-être là aussi qu'il le faisait, qu'il était libre aussi de me taper dessus au bras raccourci.
Parce que nous avions des visites médicales annuelles, à laquelle mes parents nourriciers donc m'emmenaient dans la ville de préfecture de Tours. Et quand le médecin m'avait arrivé un jour, vraiment avec le visage tuméfié, j'avais une fracture de la colonne vertébrale, de la côte inférieure, la dernière côte, et je respirais avec difficulté, avec douleur, et voilà, donc on m'a retiré de cette école primaire. Mais c'est dire que déjà, la parapsychologie me posait plus de problèmes que de joie. Problème que de joie. Donc j'ai cessé d'effectuer ces phénomènes, que j'ai pris en compte, vous l'avez compris, plusieurs années plus tard, instinctivement. Et à l'âge de 17 ans, j'étais travailleur en usine, j'ai quitté l'école pour mémoire à 13 ans et demi avec un certificat d'études en poche, et puis donc j'ai sacrifié à la vie d'usine. Et vers l'âge de 17 ans, donc, je me baladais dans les rues de Tours, et devant un bouquiniste, je m'arrête, nonchalant, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, et je prends le premier livre, un livre qui était presque aussi imposant que celui que vous venez de montrer, Précis d'histopathologie humaine chez Masson éditeur. Vous parlez que moi, c'était pour moi très abscon tout ça. Et je feuillette distraitement, je laisse échapper les pages de mon pouce comme cela, et je referme l'ouvrage et je le remets dans le bac du bouquiniste. Et je vais m'allonger dans le parc qui était un peu plus loin, me reposer dans un sommeil, on dirait paradoxal, un demi-sommeil. Je vois les pages qui défilent. Je sursaute, je ne comprends pas vraiment, et je cours retrouver ce bouquiniste, et surtout je prie pour que le bouquin y soit encore. Il faut être clair, un samedi après-midi, un ouvrage de ce type ne se rend pas forcément à l'arracher, donc je reprends le livre, je refeuillette et je retrouve les images, même les termes que je ne comprenais pas, confusément, donc je me rendais compte que j'avais photographié en quelque sorte ce livre. J'achète le livre, bien évidemment, et je remonte dans ma petite chambre que je louais, et puis je réessaye de faire cette expérience, et bien sûr, vous l'avez compris, je n'y arrive absolument pas. Pourquoi ? Parce que je mettais de la volonté. Et j'ai compris bien plus tard qu'il fallait du désir, et non de la volonté, pour réaliser ces phénomènes. Alors je suis parvenu, bien sûr, à reproduire ce phénomène, et à chaque fois, au moment où j'allais lâcher le livre, à dire « c'est pas grave, c'est pas important », pour moi c'était pas important, que c'était pas très... Je pensais même que d'autres personnes faisaient la même chose que moi. C'est le problème des enfants que j'ai rencontrés plus tard au laboratoire Birkbeck College à Londres, au King's College à Londres, où nous avons étudié les enfants qui faisaient des phénomènes paranormaux. Ben, ils n'ont pas l'impression d'être paranormaux, ils ont l'impression que leurs petits copains aussi font cela. Donc j'ai eu la sagesse peut-être, ou intuitivement dans ma démarche, j'ai acheté à ce moment-là que des livres de médecine, physiologie, physiopathologie, biochimie, biochimie moléculaire, physique, etc. Et je croyais que ça allait durer tout le temps. Donc pendant 1 an, j'ai acquis un bagage, mais un bagage qui aurait fait blêmir un étudiant ou en médecine ou en physique. Et là aussi, dans ce parcours, j'ai continué à entretenir cette mémoire, qui a diminué. Au bout d'1 an, je n'ai plus cette mémoire aussi importante, mais j'ai une mémoire quand même visuelle très importante, et qui m'a servi notamment beaucoup plus tard, notamment quand j'étais en mission de renseignement. Mais ceci est une autre histoire. Alors, muni de ce bagage, j'ai continué à travailler en usine, bien évidemment, et ensuite j'ai été appelé à l'armée, j'ai devancé l'appel et je me suis engagé finalement. Je m'enquiquinais comme un rat mort dans cette usine, et j'ai dit, voyons un peu du paysage. Et je me suis retrouvé donc dans une unité qui s'occupait de missiles téléguidés, de missiles anti-chars, qu'on pilotait à partir d'Alouette 2, etc. Donc j'ai eu un parcours assez, là aussi, qui m'a éclairé sur mes capacités paranormales, parce que les engins téléguidés étaient pilotés avec un manche de télécommande, comme le font les enfants actuellement avec des jeux vidéo. Ouais. Et donc on avait un entraînement qui était similaire à ceux de Mirage, puisque vous introduisiez des variables sur l'écran, comme s'il y avait du vent, s'il y avait des dépressions, des zones de terrain et tout. Et donc, on s'apprenait d'abord à piloter de façon virtuelle, et ensuite à partir de chars ou à partir de... Il se trouve que je n'ai jamais loupé mon objectif.
alors qu'il y avait à peu près 20% de pertes d'engins dans les essais. Donc très rapidement on a compris que j'avais intérêt à faire des démonstrations devant l'OTAN, puisque nous étions la France, peut-être moins maintenant, mais des vendeurs d'armement, ne l'oublions pas. Et donc j'étais appelé toujours à me déplacer, soit en Grèce pour faire des démonstrations, enfin bref, et c'est comme ça que j'ai été involontairement un des meilleurs représentants de commerce de l'armement de missiles anti-chars en France. Voilà. Et donc on a compris qu'il y avait quelque chose peut-être de paranormal, on n'en sait rien, mais à l'armée on m'a nommé officier sorti du rang, puisque je n'avais pas fait Saint-Cyr-Coët bien sûr, donc j'étais nommé officier sorti du rang. Et j'avais des primes et des surprimes absolument extraordinaires par rapport à ma solde d'officier, parce qu'on voulait que je reste bien sûr. Et j'ai quitté quand même cette belle armée pour m'occuper ensuite d'enfants inadaptés mentaux. Alors, le salaire n'était pas le même. Oui, j'imagine. Ouais. C'était un petit peu une contribution qu'il me semblait comme ça, de façon intuitive, apporter. Moi, pupille de l'assistance publique, au fond, j'ai aidé d'autres pupilles, parce que c'était dans le cadre de la DAS que j'ai fait cela. Je n'ai pas pu continuer parce que j'avais une telle souffrance, à voir la souffrance des enfants, on ne peut pas s'impliquer de cette façon, on n'est pas utile, voilà. Donc j'ai arrêté, et puis après j'ai eu des activités tout à fait complètement exotiques. J'ai été délégué vétérinaire pour un laboratoire de spécialité vétérinaire. Alors il faut savoir qu'on a le droit de vendre des médicaments aux éleveurs pour soigner leur bétail. Il y a certains médicaments qu'on n'a pas le droit d'avoir bien sûr, comme les sulfamides, etc. Mais moi en plus, je faisais du diagnostic. C'est-à-dire que vous aviez la capacité intuitive, en présence d'un animal, c'est ça, de diagnostiquer de quoi il souffrait. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, ça, c'était une traînée de poudre. J'étais dans le pays de Caux, et s'il en est parmi vous qui regardent cette émission du côté de Goderville, dont je peux citer, et alors ça s'est étendu, du côté de Fécamp et tout, etc. Le dimanche, j'étais appelé, la nuit, j'étais appelé. Alors, en fait, évidemment, on peut comprendre le scénario, c'est que les vétérinaires du coin m'ont pourchassé, et j'ai failli avoir vraiment des gros soucis. Mais vraiment, j'ai conscience que là, le psy a agi. De façon tout à fait intuitive. J'arrivais dans une étable, au départ ça s'est passé très, très bizarrement. J'étais le représentant médicaments vétérinaires, on me disait on n'a pas besoin dans notre vétérinaire, vous savez monsieur, on n'a pas besoin de vous. Et puis un jour je suis arrivé dans une étable, et il y avait un problème effectivement de septicémie, on appelle des veaux, et j'ai résolu le problème. J'avais pas le droit d'avoir des antibiotiques, donc j'ai résolu le problème de façon tout à fait inattendue, on va dire. Et là, ça s'est su, vous savez, dans le milieu paysan, ça se sait vite. Et puis une fois, j'arrive dans un élevage où il y avait une vache, donc qui était complètement tétanisée, les quatre fers en l'air. Et le paysan m'appelle, il dit c'est une bonne laitière, écoutez, là, c'est bien ce qui vient de se produire. Alors en fait, ce qu'elle faisait, c'est ce qu'on appelle une hypocalcémie vitulaire. Donc bonne laitière venant de Maître Bas, et donc fuite de calcium importante. J'avais sous mon siège 250 millilitres de gluconate de calcium. Clac, le bocal. J'ai dit vous me tenez le bocal. Je fais une intraveineuse dans la jugulaire. Une jugulaire de vache, c'est le tunnel sous le Mont Blanc, c'est important. Et on voit la vache qui se relève, c'est spectaculaire. Alors là aussi, combien je vous dois? Vous n'avez rien, mais vous allez m'acheter des compléments minéraux pour votre élevage. Donc voilà, alors j'ai fait un chiffre d'affaires énorme. J'ai arrêté parce que j'avais des vétérinaires qui me poursuivaient et j'aurais eu sans doute des ennuis. Voilà. Alors après, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique où j'ai fait une carrière aussi très brillante. Mon curriculum vitae était légèrement biseauté parce que, évidemment, je n'aurais pas pu rentrer si j'avais dit que j'avais qu'un certificat d'études primaires, c'est bien évident. À notre époque, il est clair que je n'aurais jamais eu ce parcours, car maintenant, les curriculum vitae sont examinés au microscope à balayage par les chasseurs de tête. Et voilà, j'ai même remplacé pendant la formation le médecin qui a été absent, malade, pour la formation des visiteurs médicaux. Alors, bon, pas sur les spécialités elles-mêmes, mais sur les rappels d'anatomie, de physiologie, etc. Et tout le monde était persuadé que j'avais fait 3 ou 4 années de médecine, quoi. Alors, quel est l'impact de vos capacités psy dans cette autre activité que vous avez eue qui consistait à inventer en quelque sorte, puisque je crois que vous avez déposé des brevets, vous avez fait de la recherche?
Alors là encore, quelle est la part des capacités psy? Eh bien, il faut être clair, puisque je vous ai dit tout à l'heure, cette mémoire photographique, c'est un phénomène psy. On le Oui. sait, cette mémoire photographique est un phénomène à part entière. Mais Quelques sujets. Pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir mémorisé même des encyclopédies entières pour inventer. On gagne du temps quand même en études. Oui, inventer suppose quelque chose de plus. C'est pas être simplement une bonne machine à photocopier. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et là, le psy m'a servi, puisque j'ai 17 brevets de très haute technologie. Et puis j'ai les brevets que j'ai vendus à des industriels, parce que j'ai une propre société de recherche. Alors on va terminer déjà sur la carrière médico-pharmaceutique. Oui. J'ai quand même terminé donc à la direction d'un laboratoire pharmaceutique. Donc chacun pensait que j'étais ou médecin ou pharmacien au minimum, ce que je n'étais pas. Et puis j'en ai eu marre dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, j'ai créé des produits dans l'industrie pharmaceutique. J'ai créé des produits, je ne peux pas citer les noms, on n'en a pas le droit, mais dont les mamans se servent tous les jours, hein, pratiquement. Qui a été une génération de produits ensuite. Voilà.